Les êtres humains sont incroyablement résistants et peuvent vivre dans toutes sortes d'endroits complètement fous. Par exemple, moi j'habite dans une pièce capitonnée sans fenêtre avec rien d'autre qu'un micro, internet et une bouteille. Ne m'en demandez surtout pas à quoi elle sert. Cela dit, aussi bizarre que soit mon chez-moi, certains sont encore plus dingues. Des îlots minuscules aux villes littéralement ensevelies sous les déchets, jetons un œil à certains des endroits les plus étranges où les gens vivent réellement. La grande puanteur. La première fois qu'on entend parler de Manshiyat Nasser, ça peut sembler un rêve. Situé dans le Caire ensoleillé en Égypte, Manshiyat Nasser affiche un faible taux de chômage, des logements extrêmement abordables et une population qui se décrit elle-même comme plutôt heureuse. Le seul problème, c'est que la ville est enterrée en permanence sous les ordures. Bon, on ne peut pas tout avoir, j'imagine. Des sacs poubelles, des bouteilles cassées, des journaux en lambeaux, des planches abandonnées, des boîtes de conserve, des emballages. Toute la saleté produite par l'humanité finit par envahir Manshiyat Nasser. Si cette ville poubelle existe, c'est parce que le Caire, malgré ses 20 millions d'habitants, n'a jamais investi dans un véritable système moderne de gestion de déchets. Du coup, les habitants ont dû se débrouiller eux-mêmes pour jeter leurs ordures. Mais à mesure que la ville grandissait, les gens ont commencé à manquer d'endroits où les déposer. Manshiyat Nasser est alors devenue la décharge officieuse des déchets du Caire, et les habitants ont fini par en faire leur activité principale. Il n'est pas rare que les habitants de Manshiyat Nasser fassent du porte-à-porte au Caire pour récupérer les déchets avant de les ramener chez eux. C'est ce qui leur a valu le surnom de Zabalines, ce qui signifie les éboueurs. Les Zabalines trient les ordures afin de recycler le verre, réutiliser le plastique et récupérer toutes sortes d'autres matériaux pour leur donner une seconde vie. Malgré ce travail peu enviable, les Zabalines sont redoutablement efficaces, puisqu'ils recycleraient jusqu'à 85% des déchets qu'ils trient. Si c'est vrai, cela les rend plus de 4 fois plus efficaces que les entreprises classiques de gestion des déchets. Sans aucune surprise, les maladies et les conditions de vie difficiles sont courantes, et les Zabalines comptent parmi les habitants les plus pauvres du Caire. Il est donc très difficile d'en partir. Si vous naissez ici, l'idée de regarder par votre fenêtre et d'y voir autre chose que des montagnes d'ordures peut sembler être un rêve inaccessible, alors respectez vos éboueurs tout le monde. De la terre. Vous avez toujours rêvé de vivre sur une île déserte, mais vous détestez le sable ? I don't like sand. Eh bien, Nakin, laissez-moi vous présenter la principauté de Sealand. Impressionnant, hein ? Ce que vous voyez, c'est une plateforme métallique située au large des côtes est du Royaume-Uni qui ne mesure qu'environ 4050 mètres carrés de surface. Cette plateforme, autrefois appelée Fort Rough, fait partie de plusieurs fortifications construites par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale à des fins défensives, avant d'être désaffectée en 1956 lorsqu'elle est devenue inutile. Quelques années plus tard, en 1967, la plateforme est prise par Paddy Roy Bates, un ancien major de l'armée britannique. Bates déclare alors la principauté de Sealand indépendante du Royaume-Uni. Si on la prenait au sérieux, c'est honte serait d'être loin le plus petit du monde. Aujourd'hui, le Vatican est le plus petit État avec environ 44 hectares, mais c'est quand même 110 fois plus grand que Sealand. Je dis si on la prenait au sérieux, parce que l'indépendance de Sealand n'est en réalité reconnue par aucun pays du monde. Aujourd'hui, seul le prince Michael Bates, le fils de Roy et son épouse vivent à Sealand, même s'ils reconnaissent passer la majeure partie de leur temps dans des pays plus traditionnels. Et franchement, qui pourrait les en blâmer ? Leur pays est plus petit qu'un terrain de football. Même si Sealand est ouverte aux visiteurs, il faut être hissé à bord à l'aide d'une poulie, et l'intérieur du fort reste assez modeste. Malgré sa taille minuscule et sa faible population, Sealand possède beaucoup de choses qu'on attendrait d'un vrai pays. Un blason, un office du tourisme, sa propre monnaie, le dollar de Sealand, et même des passeports, qui, encore une fois, ne sont reconnus par aucun pays du monde. Sealand a même connu sa propre crise politique lorsqu'en 1978, une bande de mercenaires a tenté de s'emparer de la plateforme avant d'être repoussée par la famille Bates. Ouais, c'est véridique. Une fois les assaillants capturés, un diplomate allemand a été envoyé à Sealand pour négocier leur libération. Paddy Bates y a vu avec grand plaisir une reconnaissance du fait que Sealand était bel et bien un véritable pays. Alors selon vous, Sealand est-il un vrai pays ou juste un énorme morceau de métal perdu au milieu de l'océan ? Ou peut-être les deux ? Allez, si vous aimez le métal, laissez un like, si vous adorez le métal, abonnez-vous. C'est parfait ? Alors, où est-ce qu'on va maintenant ? Une ambiance souterraine. Vous êtes prêts à découvrir des maisons qui déchirent ? Profitez de ces quelques instants avant de réaliser à quel point ce jeu de mots était lamentable. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la ville de Coober Pedy en Australie. Ça a l'air complètement désert, pas vrai ? Eh bien, c'est parce que la moitié des 2500 habitants de Coober Pedy vivent sous terre. Des maisons, des magasins et même des églises ont été creusées petit à petit dans le grès qui entoure la ville. Mais comment les habitants de Coober Pedy sont-ils devenus de véritables taupes humaines ? Eh bien, c'est étonnamment simple. Il y a plus de 100 ans, Coober Pedy a vu le jour comme une ville minière.
Le sous-sol y est riche en minéraux, notamment en opale, ce qui a attiré des mineurs venus tenter leur chance. Parfois, lorsqu'ils découvraient une veine particulière riche en opale, ils se mettaient à manger et à dormir juste à côté pour éviter que quelqu'un d'autre ne s'approprie leur découverte. Au fil des années, et à mesure qu'ils creusaient toujours plus profondément, cela a progressivement donné naissance à la société souterraine que vous voyez aujourd'hui. Même si les gisements d'opale se sont raréfiés ces dernières années, la ville produit encore de temps en temps de magnifiques pierres précieuses. Mais il y a une autre raison pour laquelle vivre sous terre convient si bien aux habitants de Coober Pedy, le climat. En été, les températures peuvent atteindre 45 degrés Celsius puis descendre jusqu'à 1 degré en hiver. Sous terre, la température est beaucoup plus facile à réguler. En effet, alors que la surface est soumise à la météo et à l'alternance du jour et de la nuit, plus on s'enfonce, moins ces variations influent la température naturelle au sol. À Coober Pedy, les maisons souterraines restent à une température agréable et constante d'environ 22 degrés Celsius. Des conduits de ventilation apportent également un flux continu d'air frais à ces habitations souterraines, ce qui évite de manquer d'oxygène ou d'y étouffer. Les habitants de Coober Pedy conçoivent eux-mêmes la plupart de leurs maisons. Si vous avez le temps et de l'énergie de vous creuser une nouvelle chambre d'amis, rien ne vous en empêche. Selon les habitants, cela a d'ailleurs provoqué plusieurs incidents où des voisins un peu trop entreprenants ont accidentellement débouché dans la maison d'à côté. Franchement, j'ai déjà du mal à demander à mes voisins de baisser le son de leur télé, alors imaginez creuser un tunnel qui débouche directement dans leur chambre. Seul sur son rocher. Parfois, j'en ai marre de toute l'agitation de la vie moderne et j'ai juste envie de m'évader. Il me faut un endroit reculé, un endroit calme, un endroit isolé. Ah, eh bien ça a l'air parfait. Laissez-moi vous présenter l'île d'Elioé. Désolé, Elioé, c'est mon islandais qui est un peu rouillé. Bref, cette minuscule île au paysage magnifique est la plus au nord-est de l'archipel de Vestman, qui compte 18 îles au large des côtes de l'Islande. L'île entière ne fait qu'environ 44 hectares, ce qui signifie qu'elle est à peu près de la même taille que le plus petit état reconnu au monde dont on parlait tout à l'heure, le Vatican. Malgré tout cet espace, l'île d'Elioé n'abrite qu'une seule et unique maison, que certains ont surnommée la maison la plus solitaire du monde. Malgré ce nom très dramatique, cette habitation n'est en réalité pas occupée toute l'année. Et non, elle n'a pas été construite par un milliardaire comme abri anti-zombie. Ce n'est pas non plus la résidence secondaire de la chanteuse Björk, ni aucune des autres rumeurs farfelues qui circulent sur internet. En réalité, cette maison a été construite en 1953 par une association locale de chasse afin de servir de logement temporaire aux chasseurs. L'île abrite des maquereaux qui, puisqu'ils ne sont pas protégés en Islande, sont chassés pour leurs plumes, leur viande et même pour leur huile. Je ne suis pas certain qu'un burger au maquereau me fasse très envie cependant. Avant l'époque de ce refuge de chasse, Elioé abritait pourtant 5 familles entières. Ces familles vivaient de la pêche et de l'élevage, mais la dernière a quitté l'île dans les années 1930. Même si ce refuge n'a aucun habitant permanent, il comporte plusieurs pièces et peut être loué la nuit. Mais il vous faudra simplement trouver comment y accéder ainsi que de vous occuper une fois sur place. Vous pourrez toujours commencer à chasser les maquereaux, enfin si vous êtes un monstre bien sûr. Comme dans un tombeau. Vous imaginez avoir la chambre de la taille d'un cercueil? Eh bien, bienvenue dans le cauchemar que représente la vie dans les appartements cercueils de Hong Kong. Il s'agit de logements subdivisés poussés à l'extrême, où des dizaines de personnes vivent dans une seule pièce. Chaque micro-appartement peut mesurer jusqu'à à peine 1,4 m², soit un dixième d'une place de parking standard. Même les prisonniers de Hong Kong disposent de cellules plus spacieuses à la prison de Stanley. Les détenus vivent dans des cellules d'environ 7,5 m², soit 5 fois plus grandes que certains de ces appartements cercueils. Et ce n'est pas tout, ils sont entassés les uns sur les autres. Des logements d'à peine 37 m², à peu de la taille d'un T2 classique, peuvent accueillir jusqu'à 18 personnes. Ça signifie que ces appartements ne dépassent souvent guère la taille d'un matelas. Ce qui explique pourquoi on les appelle parfois des appartements cercueils. Pour vivre dans de telles conditions, les habitants doivent ranger leurs affaires sur des crochets ou des étagères, parfois même suspendus au-dessus de leur tête sous un autre lit. Dans certains de ces micro-logements, les locataires ont la chance d'avoir de vrais murs entre eux, d'autres n'ont le droit qu'à un grillage métallique comme dans une cage pour chiens. Mais comment on en est arrivé à de telles aberrations ? Eh bien, à Hong Kong, l'immobilier est une ressource extrêmement précieuse. Cela s'applique par le fait qu'un seul du quart du territoire est considéré comme constructible. Résultat, la demande de logement est énorme et les propriétaires ont vite compris qu'en découpant leurs biens en tout petits espaces pour les louer séparément, ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent. Après tout, pourquoi louer un appartement entier à une famille quand on peut faire payer 12 personnes pour vivre dans le même espace? Et en parlant de prix, on pourrait croire que des logements aussi minuscules ne coûtent presque rien. Pourtant, même un appartement cercueil peut coûter environ 1300 $ de Hong Kong par mois. Cela représente environ 145 €, mais il faut savoir que le salaire minimum à Hong Kong est autour de 680 € par mois. Près d'un cinquième de leur revenu part donc dans la location de ces espaces minuscules. En 2023, environ 220 000 personnes vivaient dans ce type de logement subdivisé.
Le gouvernement de Hong Kong a annoncé vouloir faire du logement une priorité et mettre fin aux appartements cercueils d'ici 2049. Donc juste le temps pour 2 générations supplémentaires d'enfants d'y grandir. Super. Une ville entière sous le même toit. Si vous ne sortez pas souvent, il arrive que le bâtiment dans lequel vous viviez donne l'impression d'être tout votre monde. Alors imaginez un peu ce que ressentent les habitants de Whittier en Alaska, parce que toute leur ville se trouve à l'intérieur d'un seul bâtiment. Cette ville, pas comme les autres, était à l'origine une grande base navale américaine construite dans les années 50 avant d'être abandonnée en 66, lorsqu'elle n'avait plus d'intérêt stratégique. Au fil des années qui ont suivi cet abandon, Whittier s'est à peu près transformé en un véritable écosystème vivant à mesure que des habitants s'y installaient. Les résidents ont racheté le bâtiment en 1973 et aujourd'hui, il compte environ 214 habitants. Cette ville de 14 étages regroupée sous un même toit possède tout ce qu'on peut attendre d'une petite communauté. Des commerces, un bureau de poste, un hôpital, une église, une laverie et même un hôtel. L'école se trouve dans un bâtiment séparé juste en face de la résidence principale et les deux sont reliés par un tunnel souterrain. Même si ça peut sembler être une façon cruelle de priver les enfants de 8 tiers d'air, frais c'est en réalité pour leur sécurité. À l'extérieur, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 4 degrés Celsius en hiver. J'imagine qu'il faut choisir entre un air un peu renfermé et un froid glacial. Si les habitants le souhaitaient, ils pourraient s'installer dans le Berkner Building situé à proximité, mais étant donné qu'il est abandonné depuis 66, j'imagine qu'il est beaucoup moins accueillant que leur logement actuel. Certains disent même qu'il est tenté. Mais bon, source d'informations YouTube parfaitement fiable que je suis, je ne me permettrai jamais d'affirmer une chose pareille. Si vous souhaitiez visiter Whittier, préparez-vous à un véritable périple. Le seul moyen d'y accéder est d'emprunter un tunnel à voie unique creusé dans la montagne long de plus de 4 km. Le jour, il est utilisé par des voitures et la nuit, il est fermé afin de laisser passer les trains. Et ce n'est pas tout. La ville la plus proche est Anchorage, située à plus de 100 km par la Seaward Highway. Et ça peut sembler être une vraie corvée, mais c'est un trajet que les gérants du magasin doivent faire chaque semaine pour réapprovisionner leur rayon. Tout à coup, les 20 minutes de voiture pour aller au McDo semblent beaucoup moins pénibles. Des îles où on se marche dessus. Au large des côtes de la Colombie, vous trouverez une petite île magnifique et très serrée. Santa Cruz del Islot est l'une des îles les plus densément peuplées au monde, avec environ 600 habitants répartis sur seulement 1 hectare de terrain. Pour vous donner une idée, l'île entière tiendrait à l'intérieur de Trafalgar Square à Londres, et il resterait encore de la place pour quelques-unes de ces énormes statues de lion. En marchant à un rythme tranquille, il ne faut que 2 minutes pour traverser l'île d'un bout à l'autre. Malgré le manque de place, la vie sur l'île semble plutôt agréable. Les habitants ont choisi de ne pas avoir de police, préférant régler les rares délits collectivement lorsqu'ils surviennent. Tout le monde est très soudé et chaque mercredi, les habitants se retrouvent sur la place du village pour écouter de la musique et danser. Mais vous avez peut-être déjà remarqué un gros problème. L'île n'a aucun accès à l'eau potable. Après tout, elle est en plein milieu de l'océan. Les habitants dépendent donc d'un seul et unique vendeur d'eau en bouteille qui détient un véritable monopole sur ce besoin essentiel. En plus de ça, il y a très peu d'emplois ou d'activités économiques sur l'île. Alors si vous avez de grandes ambitions, vous devrez forcément partir un jour. Il existe aussi une autre façon un peu plus morbide de quitter l'île, mourir. L'île est tellement petite qu'il n'y a même pas de place pour un cimetière. Alors les défunts sont transportés par bateau jusqu'à une autre île pour y être enterrés. Et là on peut vraiment parler d'un dernier voyage par la mer. Une autre petite île extrêmement peuplée est Migingo, située sur le lac Victoria au Kenya. Selon la police ougandaise, l'île de Migingo compte environ 500 habitants, ce qui ne paraît pas si impressionnant, jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils vivent sur seulement 2000 m² de terrain, soit à peu près la taille de 4 terrains de basket. Comme elle se trouve sur un lac, les habitants de Migingo n'ont pas à s'inquiéter de leur approvisionnement en eau douce, mais ils doivent en revanche composer avec les tensions politiques. Même si Migingo est minuscule, elle constitue un excellent port et offre un accès privilégié aux ressources halieutiques du lac Victoria. Résultat, le Kenya et l'Ouganda revendiquent tous deux la propriété de l'île, et chacun tente de faire payer des taxes à ses pauvres habitants. Pour l'instant, l'île est officiellement kenyane. Si j'y vivais, je trouverais toute cette situation complètement étouffante à plus d'un titre. Une vie pleine de gaz. À environ 100 km au sud de Tokyo, au Japon, dans une région de l'océan au nom absolument pas inquiétant du tout, la mer du diable, se trouve la petite île de Miyakejima. On y trouve des paysages idylliques, des plages tranquilles, une communauté soudée d'environ 3000 habitants, ainsi que des gaz toxiques mortels qui s'échappent du sol. Ça donne envie, non ? Alors qu'est-ce qui explique tous ces masques inquiétants ? Eh bien, Miyakejima se trouve tout près d'un stratovolcan. Et les stratovolcans, c'est pas vraiment une plaisanterie. Le Vésuve et le Krakatoa, responsables de 2 des éruptions les plus dévastatrices de l'histoire, en faisaient eux aussi partie. Le mont Oyama, situé à proximité, libère régulièrement d'énormes quantités de dioxyde de soufre. Ce gaz, plus lourd que l'air, peut être supporté en faible quantité, mais une exposition prolongée entraîne une asphyxie.
Après une éruption particulièrement violente en 2000, environ 3600 habitants, soit la quasi-totalité de la population de l'époque, ont été évacués avant que 5 ans plus tard, certains ne décident de revenir. En fait, sur les 3600 personnes évacuées, près de 2800 ont choisi de retourner vivre sur l'île du volcan empoisonné, en pleine mer du Diable. On peut dire qu'ils sont sacrément têtus. Comme les émissions de gaz sont aussi imprévisibles que dangereuses, les habitants de Miyakejima sont tenus d'avoir un masque à gaz sur eux en permanence. Et oui, je veux dire vraiment tout le temps. Dès qu'il y a la moindre odeur suspecte dans l'air, des sirènes d'alerte retentissent dans toute l'île, les habitants enfilent alors leur masque et continuent tout simplement leur journée. Quoi, vous pensiez que tout le monde allait s'arrêter juste à cause d'un gaz toxique mortel? Les habitants mènent une vie relativement normale, ils cultivent leurs champs, vont à l'école, se marient, ils doivent simplement mettre leur masque de temps en temps. Si vous souhaitez visiter l'île, il vous faudra vous aussi acheter un masque à gaz, et il est recommandé de passer un examen respiratoire avant votre arrivée, histoire de vérifier que vos poumons supporteront le voyage. Vu que je commence déjà à siffler rien qu'en mangeant une sauce barbecue fumée, je crois que je vais passer mon tour. La vie au sommet. Ça vous est déjà arrivé d'arriver au bureau, de découvrir que l'ascenseur est en panne et de devoir monter quelques étages à pied? J'en fais encore des cauchemars. Heureusement que je travaille pas au Mont Fanjing. J'ai le nez qui saigne rien qu'en le regardant. Situé au cœur des montagnes Wuling en Chine, Fanjingshan ou Mont Fanjing est une impressionnante formation composée de 2 pics étroits verdoyants et élancés. Tout en haut de ces sommets se dresse le mystérieux temple de Fanjing. Même si ce temple est un lieu sacré pour les bouddhistes, on ignore toujours la date exacte de sa construction. Le groupe qui l'a bâti ainsi que la durée pendant laquelle ils y ont vécu d'ailleurs. Le bouddhisme s'est répandu dans la région durant la dynastie Tang, aux alentours de 639 après Jésus-Christ. Mais ça ne nous avance pas beaucoup, puisque ça laisse encore plusieurs siècles de marge. Environ 1100 personnes vivent dans la partie basse autour du temple, et même s'il est ouvert aux visiteurs, il est principalement occupé par des moines gardiens. Si vous souhaitez venir vous y recueillir, préparez-vous à une ascension vertigineuse, car le temple se trouve à 2570 mètres d'altitude, ce qui en fait le point culminant de toute la chaîne de montagnes. Pour atteindre le sommet, il faut gravir un sentier composé de 8000 marches, de quoi faire exploser vos cuisses, soit l'équivalent de 381 étages dans un immeuble classique. Une fois là-haut, la vue est tout simplement spectaculaire. C'est sans doute pour cette raison que le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986, et aussi impressionnant que ce soit, je suis le seul à être essoufflé rien qu'en regardant ça. Le centre des cauchemars. Centralia, en Pennsylvanie, est une petite ville paisible nichée au milieu des collines de l'État. Elle est calme, tranquille, mais possède une particularité assez étonnante. Elle est en feu en permanence. Tout a commencé en 1962, lorsque Centralia était une ville ordinaire confrontée à un problème de déchets. Les habitants utilisaient d'anciennes galeries minières abandonnées comme décharges, mais les ordures continuaient de s'accumuler. Le conseil municipal a alors proposé de faire disparaître tous ces déchets en y mettant le feu. Malheureusement, l'incendie s'est propagé jusqu'à une ancienne mine de charbon abandonnée. Le problème, c'est que Centralia a été construite au-dessus d'un immense gisement de charbon, que les flammes ont embrasé, et qui brûle encore aujourd'hui. Si vous dites « le feu est sous terre, c'est pas si grave », vous vous trompez complètement. Et évitez surtout de travailler un jour dans la sécurité ou la prévention des risques. L'incendie souterrain est toujours si intense que la fumée s'échappe littéralement du sol, chargée de monoxyde de carbone, un gaz inodore mais mortel pour l'être humain. Comme vous pouvez l'imaginer, vivre au-dessus d'un véritable enfer souterrain n'a pas vraiment fait du bien aux infrastructures de Centralia, ni à ses habitants d'ailleurs. Des routes et des bâtiments se sont affaissés, voire totalement effondrés, et au fil des années, de plus en plus de gens sont partis. Finalement, des barricades ont été installées autour de la ville pour empêcher les visiteurs ou les automobilistes d'y entrer, car certaines portions de route disparaissent parfois dans d'immenses gouffres fumants. Et pourtant, aussi incroyable que ça puisse paraître, tout le monde n'a pas quitté Centralia. Lorsque l'incendie a commencé en 1962, la ville comptait environ 3000 habitants. Lors du dernier recensement, il ne restait plus que 5, faisant de Centralia une ville fantôme, ou presque. Alors pourquoi restent-ils ? Peut-être parce qu'ils apprécient la solitude, ou qu'ils sont tout simplement trop âgés pour être têtus pour partir. Ou peut-être que les agents du recensement ont simplement interrogé une bande de fantômes. Quelle que soit la raison, il semble que Centralia finira un jour par n'être plus que l'ombre d'elle-même, avant de disparaître complètement sous terre. Bref, c'est pas vraiment le moment idéal pour vendre un bien immobilier. La ville du trou. Vous avez déjà entendu dire qu'une ville était un vrai trou perdu ? Eh bien, celle-ci, avec son immense trou en plein milieu, est littéralement un trou. Un trou russe pour être précis. L'histoire commence en 1955, au cœur de ce qui était alors l'Union soviétique. 3 géologues soviétiques recherchaient de la kimberlite, une roche légèrement bleutée qui contient parfois des diamants. Au lieu de trouver quelques cailloux, ils sont tombés sur l'un des plus grands gisements naturels de diamants de toute l'Union soviétique. La nouvelle s'est rapidement répandue, attirant de nombreux chercheurs vers cette terre riche de diamants. Ce qui a donné naissance à une petite colonie appelée Myrny, qui est ensuite devenue une véritable ville.
L'immense cratère situé au centre de la ville est le résultat de l'expansion progressive de la mine de diamants au fil des années. Dans les années 60, Mirny produisait chaque année 10 millions de carats, soit environ 2 tonnes de diamants. Malheureusement, la mine s'est tarie en 2011, laissant les habitants avec un énorme trou au milieu de leur ville. Il s'agit du deuxième plus gros trou artificiel du monde, avec une profondeur impressionnante de 525 mètres et un diamètre d'environ 1,2 km. C'est l'équivalent de 3 monuments de Washington en pile profondeur et de 11 terrains de football en largeur. Ça fait un sacré trou. En réalité, le cratère de Mirny est tellement gigantesque qu'il inquiète même les pilotes. En effet, lorsqu'un trou est suffisamment profond, et celui de Mirny l'est largement, la Terre réchauffe l'air qui s'y trouve. À mesure que cet air chaud remonte, il repousse l'air froid situé au-dessus du cratère. Certains pensent que ce phénomène pourrait perturber, voire même aspirer de petits appareils comme des hélicoptères. Même si ça n'a jamais été prouvé, alors souvenez-vous les enfants, la prochaine fois que vous trouverez que votre ville est nulle, pensez simplement à Mirny. Maison accrochée au vide. Ça va peut-être vous surprendre, mais je suis un grand amateur d'escalade. Oui, il paraît que toutes ces années passées sur World of Warcraft et à surfer sur internet m'ont donné une force de préhension impressionnante. Malgré tout, même avec mes talents exceptionnels, je n'arrive pas à imaginer vivre ici. Le temple suspendu de Hengshan dans la province du Shaanxi en Chine. Non, vos yeux ne vous trompent pas, c'est bien un immense temple accroché au flanc d'une falaise à environ 75 mètres au-dessus du sol. La structure est soutenue par des centaines de poutres et de piliers enfoncés directement dans la paroi rocheuse. Des passages sinueux creusés dans la roche elle-même permettent d'accéder aux différentes pièces et sections du temple. Ce choix est à la fois esthétique et pratique. La hauteur protège le temple des inondations, tandis que son intérieur creusé dans la roche le met à l'abri des vents violents et du soleil brûlant. L'extérieur du temple est principalement construit en bois, avec quelques éléments en pierre. Ces matériaux rudimentaires, associés aux nombreuses traces du temps, situent sa construction entre les années 368 et 534 après Jésus-Christ. Il aurait été bâti par un seul moine nommé Liaoran. Si c'est vraiment vrai, imaginez un peu la force du bonhomme. Fait intéressant, le temple n'est pas consacré à une seule religion, mais à 3. Le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. On ne sait pas si le temple a été conçu dès le départ pour accueillir plusieurs religions, ou si cette évolution s'est faite progressivement au fil du temps. Encore aujourd'hui, des moines appartenant à chacune de ces 3 religions vivent dans le temple et y pratiquent leur foi. Le temple est resté dans un état de délabrement pendant des siècles, mais en 1900, un important projet de restauration a été lancé par le peuple chinois afin de lui rendre toute sa splendeur d'origine, ce qui explique pourquoi il est ouvert aux visiteurs aujourd'hui. Imaginez réussir à convaincre tout un groupe de personnes de consacrer leur temps et leur argent à restaurer un ancien temple chinois. Moi, j'arrive déjà pas à convaincre mes colocs de participer à la commande de pizza, alors... Et bien voilà, c'était une sélection de lieux complètement incroyables où des gens vivent réellement. Est-ce que vous pourriez vous imaginer vivre dans l'un d'entre eux? Dites-le moi dans les commentaires et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.